Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée et à la une de ce mardi 27 septembre. Devant la Cour pénale internationale, l'ex-commandant de la Seleka, Mohamed Saïd Abdelkani, qui est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre entre avril et août 2013, a plaidé non coupable. En République centrafricaine, l'organisation citoyenne Front républicain lance une pétition pour un référendum constitutionnel suite à l'annulation par les autorités d'un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Et nous terminons cette édition avec la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 en France avec les nouveaux vaccins bivalents contre Omicron qui débutera le 3 octobre prochain. Je vous en parlais hier, l'ex-commandant rebelle de Centrafrique, Mohamed Saïd Abdelkani, accusé devant la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, a plaidé non coupable lundi lors de l'ouverture de son procès à La Haye, après une lecture préliminaire de l'acte d'accusation. Retour sur ce premier jour de procès avec Mathieu Nicolas. Debout dans le box des accusés à la Cour pénale internationale, vêtu d'un costume gris, l'ex-commandant rebelle présumé de Centrafrique clame son innocence. Je plaide non coupable sur toutes les situations, sur toutes les accusations. C'est ce lundi que s'ouvre le procès de Mohamed Saïd Abdelkani pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 7 chefs d'accusation pèsent au total sur l'un des commanditaires présumés du massacre de civils centrafricains entre avril et août 2013. L'homme, âgé de 52 ans, faisait partie des ex-Seleka, un groupe armé qui avait renversé l'ancien président François Bozizé. Avec ces hommes, il aurait été les auteurs d'exactions qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Littéralement sous ses pieds, il a mis des civils dans un espace appelé le trou. Dans ce trou, les civils étaient gardés dans des conditions vraiment putrides, avec de la crasse autour d'eux. Selon le parquet de la CPI, Saïd Abdelkani était un haut commandant de la Seleka, une coalition à majorité musulmane, responsable d'un poste de police où des partisans présumés de Bozizé ont été battus et torturés après leur arrestation. Parfois appelés colonels, chefs ou directeurs, ils supervisaient les opérations quotidiennes de ce centre qui appartenait à une unité de police appelée Office central de répression du banditisme, OCRB. Beaucoup restent traumatisés aujourd'hui. Beaucoup ne peuvent pas se déplacer comme ils le pouvaient avant de tomber entre les mains de M. Saïd, de la Seleka et de ses hommes de main qui étaient en charge de l'OCRB. Au moins 16 personnes ont été attachées selon la méthode Arbatachar. Arrêté en janvier 2021 et envoyé à La Haye, Mohamed Saïd devait aussi répondre de crimes commis au CEDAD, le comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques. Mais les juges ont rejeté ces accusations, faute de preuves. Cet homme du nord de la Centrafrique comparaît seul, suspecté par la Cour de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son supérieur hiérarchique, Nourdine Adam, est en fuite. Et on reste à La Haye où Félicien Kabuga, pièce maîtresse du financement et de la propagande du génocide au Rwanda, sera jugé ce jeudi 29 septembre. Il est accusé par la justice internationale d'avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide de 1994 qui avait fait près d'1 million de morts. Je vous le disais en titre, en Centrafrique, une pétition pour un référendum constitutionnel a été lancée lundi 26 septembre par l'organisation citoyenne Front républicain. Une pétition qui fait suite à l'annulation des décrets vendredi par la Cour constitutionnelle centrafricaine qui devait mettre en place un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Aymeric Troignon. Après l'annulation vendredi dernier par la Cour constitutionnelle du décret présidentiel portant création du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution, les partisans d'une révision constitutionnelle en RCA n'entendent pas baisser les bras. Le Front républicain, une formation politique du pays, a lancé ce lundi une pétition pour un référendum constitutionnel. Pour le premier responsable de ce parti, il est urgent de dépoussiérer la loi fondamentale centrafricaine. La constitution de la République centrafricaine est déjà caduque, du fait que cette constitution ne prend pas en compte nos réalités économiques, sociales
et environnementale. La Constitution crée des institutions budgétivores qui consomment toutes les recettes de l'État et empêchent l'État d'investir dans les budgets sociaux tels que l'éducation, la formation des jeunes, la construction des infrastructures. Les partisans de la modification de la Constitution dénoncent le caractère discriminatoire de l'actuelle Constitution qui ne permet pas aux jeunes de moins de 35 ans de se porter candidat aux élections présidentielles. Cette constitution interdit aux jeunes de moins de 35 ans d'être candidats à la présidentielle. Moi, je suis le président d'un parti politique, le Front républicain. Aussi, j'ai des ambitions et pourquoi ne pas être candidat aux élections à venir ? Aujourd'hui, la Constitution m'interdit, étant jeune adulte de moins de 35 ans, à être candidat aux élections présidentielles. Il faut une nouvelle Constitution. Pour ce qui concerne la limitation des mandats, le leader du Front républicain affirme que des réflexions sont en cours sur la question. Vendredi, des manifestations sont prévues pour demander au président Touadéra d'organiser un référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Hier, lundi 26 septembre, cela faisait 20 ans que le Jula sombrait au large de la Gambie, emportant avec lui la quasi-totalité de ses 2000 passagers. 20 ans plus tard, en Casamance, d'où était parti le ferry, la population se souvient de ce drame, un des pires désastres maritimes civils de l'histoire. Je vous propose d'écouter quelques réactions de ceux qui n'ont rien oublié. On n'a pas oublié. On n'oublie pas. Moi, je le vis au jour le jour. De 2002 à ce jour, il n'y a pas un jour où je ne pense pas au bateau. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma maman, ni à mes autres parents que j'ai perdus dans le bateau. 2000 disparus, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas les responsabilités ne sont pas situées. Et les familles des victimes en ont besoin. Parce qu'il faut que les responsabilités soient situées, que la justice soit faite pour le repos éternel de nos parents. Oui, il y a un sentiment de colère vis-à-vis de l'État d'abord, qui est le principal responsable, qui selon les familles des victimes a sacrifié ses proches parce qu'il y avait beaucoup de négligence signalée que l'État n'a pas pris en compte. Au Burkina Faso, nous avons appris qu'un convoi de ravitaillement des populations a été la cible d'une attaque terroriste lundi près de la localité de Gasguindé, dans le nord du pays. Une attaque qui aurait coûté la vie à une dizaine de personnes, principalement des militaires, mais un bilan qui reste provisoire en raison du grand nombre de blessés graves. Je vous emmène maintenant au Cameroun où, en raison des menaces sécuritaires, le peuple camerounais a décidé de se réconcilier avec lui-même. Un souhait que les chefs traditionnels ont bien compris, raison pour laquelle, depuis 2019, ils ont lancé une campagne nationale dédiée à la paix, avec en point d'orgue ce mardi le départ dans les rues de Yaoundé d'une grande caravane dénommée Marche royale pour la paix, qui regroupera des centaines de têtes couronnées. Reportage Mathieu Vamba et Cyril Guijoy. Les chefs traditionnels et coutumiers du Cameroun veulent jouer leur rôle de relais entre l'État et la population dans un climat social tendu. D'où cette caravane des autorités traditionnelles et coutumières pour la paix. La caravane de la paix et du vivre ensemble a repris du service et nous invitons tous les chefs traditionnels à être présents le mercredi dès 8h au monument de la réunification pour la marche royale de la paix. Une initiative qui sera à sa 7e édition mardi et mercredi prochain dans les rues de Yaoundé. Le point de départ est annoncé au monument de la réunification, symbole de l'unité, du patriotisme camerounais et du vivre ensemble. Des notions mises en avant par ses majestés pour resserrer les rangs. Le chef traditionnel étant donc le premier agent de renseignement, agent de développement, agent d'entretien et d'encadrement, nous devons donc mobiliser les populations tous afin que le Cameroun soit désormais uni et ensemble, on peut faire des grandes choses. Il est donc question de sensibiliser les populations sur les menaces à la paix dans les régions du Nord en proie au terrorisme, de l'Est instable à cause des troubles en République centrafricaine et surtout dans les régions anglophones. Nous l'avons déjà fait. Vous avez vu, certains jeunes sont sortis dans la brousse parce que nous étions au nord-ouest. Ils ont accepté, ils sont venus nous voir que papa, nous voulons sortir. Vous avez vu lors du dialogue national qu'a convoqué le chef de l'État, beaucoup ont été présentés au public. Nous pouvons dire aussi que c'est l'œuvre des chefs traditionnels. Courroie de transmission entre le gouvernement et la population, de ces autorités traditionnelles et coutumières
sont conscientes du rôle qui est le leur dans un pays ébranlé sur ses fondements sociaux. Retour en France, où le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé qu'une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 allait débuter le 3 octobre prochain avec les nouveaux vaccins bivalents contre Omicron. Une campagne qui devrait, dans un premier temps, concerner les personnes fragiles, les plus de 60 ans, les professionnels de santé et les personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles. Soukaina Skali. Le star, on les suit, le star. Y aura-t-il une 8e vague de Covid-19 ? Depuis 2 semaines, les chiffres de contamination repartent doucement à la hausse, sans pour autant provoquer d'hospitalisation. Face à ce regain des cas de Covid-19, le ministre de la Santé table sur une nouvelle campagne vaccinale. On se dirige vers une nouvelle dose de rappel, pas pour toute la population. La Haute Autorité de Santé a été claire et continue à nous dire de vacciner une population cible, les personnes fragiles, les personnes de plus de 60 ans. Les personnes qui n'ont pas été vaccinées de ce deuxième rappel cet été doivent se faire vacciner. Et ceux qui ont été vaccinés vont se faire revacciner, encore un nouveau rappel. Dès le 3 octobre, l'exécutif s'apprête donc à vacciner de nouveau. En pharmacie, seront disponibles des vaccins bivalents, adaptés aussi aux variants Omicron. Ils seront ouverts aux personnes fragiles de plus de 60 ans et au personnel soignant. Si cette dose de rappel n'est pas encore obligatoire au grand public, le ministre de la Santé appelle à reprendre les gestes barrières et à davantage porter le masque. Lorsqu'on est les uns sur les autres, c'est plus raisonnable de mettre son masque. Lorsqu'on est avec une personne très fragile, on met son masque. On s'assure qu'elle est vaccinée, on se fait vacciner soi-même si on est très proche d'elle. Bref, reprenons le bon sens que nos concitoyens ont maintenant depuis le début de cette crise qui date d'il y a plus de 2 ans. Un des catalyseurs de cette augmentation des cas, la rentrée des classes. D'après Santé publique France, chez les 11-14 ans, on compte en moyenne 479 contaminations par semaine pour 100 000 habitants et 376 pour la tranche des 7-10 ans. France toujours, au lendemain de la présentation du budget 2023 par le gouvernement au Conseil des ministres, Bruno Le Maire était l'invité de France Inter ce mardi où il a rappelé l'importance de faire rapidement ce projet de réforme des retraites. On l'écoute. Il faut le faire vite. Et le faire vite, c'est pas le faire dans la précipitation. On peut prendre quelques mois de consultation, quelques semaines de consultation, cela ne pose pas de difficulté. Au bout du compte, cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale et elle est indispensable pour augmenter le volume global de travail qui va nous permettre de garantir la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités. Inflation, transition écologique, fonctionnaires, enseignants. Ce lundi, le gouvernement a dévoilé une partie des mesures du projet de loi de finances 2023. Le texte devra ensuite être discuté à l'Assemblée nationale. Alors que retenir de ce projet de loi? Élément de réponse avec Valentine Exantus. Derrière le pupitre, tour à tour, les ministres du gouvernement présentent les grandes lignes du projet de loi de finances pour l'année 2023. Surveillance des dépenses à l'euro près et protection des Français contre l'inflation, ce sont là les maîtres mots de ce projet de loi. Pour Gabriel Attal, chargé des comptes publics, il est impératif de maintenir le déficit public à un certain seuil du PIB. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons un cadre. 5% de déficit à ne pas dépasser l'an prochain. Je rappelle que nous avons réduit le déficit public ces dernières années. Il était de près de 9% en 2020, 6,4% en 2021. Il est de 5% cette année. Il sera à nouveau de 5% l'an prochain. Nous agissons avec un cadre. Protéger nos finances publiques. Malgré les promesses qu'offre ce projet de loi et une prévision de croissance autour de 1% pour 2023, le Haut Conseil des finances publiques estime que les hypothèses macroéconomiques du gouvernement sont exagérément optimistes. Des critiques que le ministre de l'économie Bruno Le Maire entend, qui entourent cette prévision, notamment la guerre en Ukraine. Mais le ministre de l'économie reste confiant. Nous poursuivrons la réforme de l'assurance chômage. Et la Première ministre a déjà présenté des orientations à ce sujet, en rappelant qu'il y avait aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois qui n'étaient pas pourvus et que donc il était légitime de modifier à nouveau les règles de l'assurance chômage. Nous mettrons également en œuvre une réforme des retraites. Nous pourrons le faire de manière juste, à un rythme raisonnable,
en garantissant l'efficacité de cette réforme qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale. Ce projet de loi chargé a peu de chances d'être voté par une majorité de députés. Le gouvernement pourrait le faire adopter sans vote en ayant recours à l'article 49-3 de la Constitution. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré dans la matinée que le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est touché par 2 fuites de gaz inexpliquées en mer Baltique. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2. Je vous rappelle que ces 2 gazoducs exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom sont l'objet récurrent d'un bras de fer géopolitique en lien avec la guerre en Ukraine. Dernier jour en Ukraine pour les référendums organisés par la Russie. Au Japon, des funérailles nationales controversées pour l'ancien Premier ministre Shinzo Abe et un convoi du programme alimentaire mondial touché au Tigré. C'est le reste de l'actualité. Dernier jour de vote ce mardi pour les référendums d'annexion organisés en Ukraine par la Russie. Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia sont les localités concernées par cette annexion de zones contrôlées par des pro-russes. Les autorités russes ont assuré que des résultats provisoires seraient annoncés au plus tôt dans la soirée. Tenus depuis vendredi dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, ces scrutins sont dénoncés comme des simulacres par l'Ukraine et ses alliés. Ces référendums russes, dont les résultats ne font aucun doute, sont considérés comme une escalade dans le conflit russo-ukrainien. 1,7 milliard de yens, c'est la somme qui sera déboursée pour les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, soit un total de 12,1 millions d'euros. Le gouvernement nippon justifie ce prix par rapport au coût de sécurité et d'accueil de dignitaires étrangers. Au total, des représentants de plus de 190 pays et territoires devraient assister à l'événement, dont environ 50 chefs d'État. Ce montant pharaonique alimente la polémique chez certains citoyens plutôt hostiles au financement public de cette cérémonie qui a lieu ce mardi. D'autres encore s'opposent à glorifier Shinzo Abe, une personnalité clivante de la droite nationaliste japonaise. Le Programme alimentaire mondial a annoncé lundi qu'un de ses camions avait été touché par les projectiles d'une frappe de drone. Dimanche, 2 véhicules chargés de nourriture se rendaient dans le nord-est du Tigré, région ravagée par la guerre entre le pouvoir régional TPLF et le pouvoir fédéral d'Addis Abeba. Ils devaient apporter de la nourriture à des milliers de personnes déplacées depuis la reprise des hostilités à grande échelle fin août. Un des camions a été touché et un chauffeur blessé. Suite à cette frappe, le Programme alimentaire mondial n'a pas précisé si les distributions seraient de nouveau suspendues, mais l'organisation a indiqué qu'aucun camion alimentaire n'avait pu entrer au Tigré depuis le 24 août et appelé toutes les parties à respecter le droit humanitaire. Et on termine cette édition avec l'astéroïde Dimorphos qui a été percuté cette nuit par le vaisseau DART de la NASA. Objectif de la mission, dévier cet astéroïde qui ne menaçait pas la Terre afin de protéger l'humanité d'un potentiel danger futur. Reste à déterminer dans les prochains jours si l'impact a bien réussi à dévier ce petit caillou de 160 mètres de diamètre. C'est la fin de votre édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.